it's Nicholas for my second video. Today I'm gonna chew some gum while reading a book about the Beatles in French. It's called Les Beatles, les secrets de toutes leurs chansons de 1967 à 1970. Or in English, The Beatles, the secret of all their songs from 1967 to 1970. So it's a book about all their songs from 1967 to 1970 and all their history, and yeah, that's pretty much it. So it starts with Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, the album, and I'm gonna read you some facts about their songs. Let's start with Strawberry Fields Forever. À l'automne 1966, John s'envola pour l'Espagne, après avoir accepté le rôle de Gripweed dans le film de Dick Lester, How I Won the War. Alors qu'il se reposait sur la plage d'Almeria, John esquissa une première ébauche de Strawberry Fields Forever, dont il voulait alors faire un lent talking blues. Il acheva la chanson dans la villa qu'il louait alors près de Santa Isabel. Strawberry Fields Forever exprimait au départ le souvenir nostalgique d'un orphelinat de l'armée du salut se trouvant à Walton et dans le parc duquel John, Pete Shotton et Ivan Vaughan allaient jouer. Mais elle évolua rapidement, comme nombre de ses chansons, vers une réflexion sur les états de la conscience. Strawberry Field, John ajouta le S, était une imposante construction victorienne entourée d'un grand parc boisé. Elle se trouvait sur Beaconsfield Road, à 5 minutes à pied de sa maison de Menlove Avenue. Elle avait été transformée en foyer pour enfants en 1936 et on l'y organisait depuis lors une fête annuelle à laquelle la tante Mimi emmenait régulièrement John. L'imposante construction gothique et le mystère de la forêt fascinaient John. C'était pour lui un endroit où il pouvait être seul et laisser voguer son imagination. Il trouva vite un raccourci qui lui permettait de rejoindre les bois plus rapidement, et l'endroit devint l'un de ses refuges secrets. Ses liens affectifs très forts et l'association d'idées romantiques qu'il engendrait firent de Strawberry Field le symbole de son désir de solitude, du sentiment qu'il avait de se tenir à l'écart de ses contemporains. Strawberry Fields Forever exprimait la vision du monde très subjective de John et son impossibilité de la partager. À ce titre, la première version des paroles était plus claire encore. Il disait alors que personne n'était sur sa longueur d'onde. Lorsqu'il l'enregistra, il adoucit le texte de peur, peut-être de paraître prétentieux, et chanta que personne n'était sur le même arme que lui. Une image un peu plus obscure. Dans une interview donnée à Playboy en 1980, John dit à David Sheff qu'il lui arrivait, lorsqu'il était enfant, de voir des images hallucinatoires sur son visage, en se regardant dans un miroir. Et ce n'est que plus tard, en découvrant les œuvres de surréalistes, qu'il comprit qu'il n'était pas fou, mais qu'il faisait partie de ceux qui voyaient le monde de cette façon. Now, I'm gonna read you the text for the song She's Living Home, one of my favorite songs from the Beatles. En février 1967, Paul tomba sur un article de journal relatant l'histoire d'une jeune lycéenne de 17 ans, préparant ses examens et qui avait disparu de son domicile depuis plus d'une semaine. Son père angoissé avait déclaré « Je ne comprends pas pourquoi elle se serait enfuie. Elle a tout ce qu'elle veut ici. » Le problème des fugueurs était très sensible en 1967. Aux États-Unis, dans sa volonté de créer une société alternative, le gourou de la contre-culture, Timothy Leary, avait encouragé ceux qui l'écoutaient à tout lâcher, à abandonner leur école et leur emploi. Une vague de jeunes déferla alors sur San Francisco, la capitale du fleuve
sorties, mais je pensais qu'il parlait de quelqu'un comme moi. Je ne pouvais pas imaginer que c'était mon histoire. Je me souviens même de m'être dit à l'époque que le garçon avec lequel j'étais parti ne travaillait pas dans un garage et que ça ne pouvait pas être bon que moi. J'avais plus de 20 ans lorsque ma mère m'annonçait qu'elle avait vu Paul à la télévision et qu'il avait dit que She's Living On avait été inspiré par un article dans un journal. C'est à cette époque que j'ai commencé à dire à mes amis que c'était mon histoire. C'est dans la musique que Mélanie a trouvé une consolation. À l'âge de 13 ans, elle commence à sortir dans les clubs du West End de Londres. Lorsque l'émission télévisée Ready, Steady, Go débuta fin 1963, elle devint l'une des danseuses régulières du programme. Ses parents faisaient souvent le tour des clubs pour la ramener à la maison. Lorsqu'elle rentrait tard, sa mère la frappait. Quand je sortais, je pouvais être moi-même, expliqua-t-elle. D'ailleurs, l'ambiance des clubs m'encourageait à être moi-même et à m'amuser. La danse était ma passion. J'adorais la musique de l'époque et je brûlais d'entendre les 45 tours suivants. Quand les Beatles disent « Something was denied », quelque chose lui a été refusé. Cette chose, c'était moi-même. Je n'avais pas le droit d'être moi-même. J'avais envie de joie et d'affection. Ma mère n'était pas affectueuse. Elle ne m'a jamais embrassé. Le vendredi 4 octobre 1963, Mélanie rapporta un concours de mime organisé par Ready, Steady, Go. Par coïncidence, cette victoire eut lieu le jour où les Beatles apparaissaient pour la première fois dans ce programme, et c'est Paul McCartney qui lui remit son prix. Les 4 Beatles lui donnèrent également chacun un autographe. Je suis resté toute la journée dans les studios pour les répétitions, se souvint-elle. Et j'ai donc passé tout ce temps-là avec les Beatles. Paul ne parlait pas beaucoup, et John semblait assez distant, mais j'ai pas mal discuté avec George et Ringo. L'aveugle de Mélanie la porta dans les bras de David, un groupie qu'elle avait rencontré dans un club. Ils louèrent un appartement à Success Gardens, près de Paddington Station. Un jour, alors qu'elle marchait dans la rue, Mélanie vit sa photo en première page du journal du soir. Je suis tout de suite rentré à l'appartement et j'ai mis des lunettes noires et un chapeau, dit-elle. À partir de ce jour-là, j'ai vécu dans la crainte qu'ils me retrouvent. Ils m'ont effectivement découvert ma trace 10 jours plus tard, parce que, je crois, j'avais mentionné l'endroit où travaillait mon ami. Ils ont parlé à son patron, qui m'a persuadé de les appeler. Lorsqu'ils sont finalement venus me voir, ils l'ont mise à l'arrière de la voiture et ils m'ont ramené à la maison. Pour pouvoir enfin échapper à ses parents, Mélanie se maria à 18 ans, un mariage qui dura à peine 1 an. À 21 ans, elle vécut dans un ashram aux États-Unis et tenta de faire carrière en tant qu'actrice. Mélanie vit maintenant avec son compagnon et ses 2 enfants en Espagne. Elle vend des bijoux hollywoodiens des années 50. Je suppose que c'est une bonne chose d'avoir été immortalisée dans une chanson, dit-elle. Mais j'aurais préféré que ce soit pour autre chose que m'être en vue de chez mes parents. I'm pretty sure you are sleeping right now. But for the people who don't sleep now, I'm gonna read a song and I'm gonna do another video if you want to of these facts about Beatles songs. So I'm gonna read While My Guitar Gently Weeps. And another because there's not a lot of facts. George est en train de lire le Yi King, le livre chinois des transformations, et il décida d'appliquer son concept, fondé sur le hasard, à la composition. Un jour, il prit un roman sur une étagère, décidé à composer une chanson à partir des premiers mots qu'il lirait. Ces mots furent Gently Weeps, pleure doucement, et George se mit à écrire. Il commença à enregistrer en juillet 1968, mais trouva que les autres Beatles n'accordaient pas suffisamment d'intérêt à sa chanson. En septembre, il reprit l'enregistrement avec son ami Eric Clapton à la guitare. I'm gonna read Cry Baby Cry. En 1968, alors que Hunter Davis terminait sa biographie des Beatles, John lui dit « J'ai encore une chanson en tête. Quelques mots, je crois, qu'ils viennent d'une publicité. Cry baby cry, make your mother buy. Pleure mon enfant, pleure pour que ta mère te l'achète. Je l'ai déjà joué au piano, mais je l'ai oublié. Ça reviendra si j'en ai besoin. » Ces paroles lui revinrent effectivement alors qu'elle se trouvait en Inde.
se souvient de l'avoir vu travailler sur cette chanson. Je crois qu'une partie de l'imagerie de Cry Baby Cry a été inspirée par certaines de mes chansons que je concevais comme des contes. Ça tient très proche à l'époque et les styles musicaux s'interpénètrent facilement. Cry Baby Cry est en partie fondé sur la comptine anglaise Sing a Song of Sixpence. J'en ai inventé la duchesse de Kirkcaldy et le roi de Marigold. Kirkcaldy est une ville dans la région de Fife, en Écosse orientale. Les Beatles donnèrent un concert